Une étoile du meilleur club du monde est sur le point de trahir le club de sa vie. Celui qui embrasse l'écusson à chaque but, celui qui répète dans chaque interview qu'ici est sa place, qu'il veut y terminer sa carrière, qu'aucune somme d'argent ne pourrait le faire changer d'avis. Et selon ce qui a été révélé ces dernières heures, tout cela pourrait voler en éclats pour une raison que personne ne s'attendait à entendre de la part d'un footballeur de son niveau, des problèmes économiques. On parle d'un profil très précis, un footballeur qui gagne plusieurs millions d'euros par an, qui a un jour été un sérieux prétendant au Ballon d'Or, et qui cette saison a enchaîné les blessures au point de remettre en question sa continuité dans le club où il évolue. Cela décrit parfaitement Mbappé à un moment de sa carrière au PSG. Cela pourrait aussi correspondre à Vinicius si les choses tournent mal au Real Madrid. Cela pourrait convenir à Haaland si son physique commence à le trahir au rythme de ses exigences. Mais cela correspond surtout à un profil très précis du football sud-américain qui vit cette Coupe du Monde entre les blessures et la polémique. Sais-tu quel joueur, vainqueur de certains des titres les plus prestigieux du football mondial, a de sérieux problèmes économiques malgré un salaire à 8 chiffres par an? Sais-tu quel club a déjà secrètement recruté son remplaçant pour 80 millions d'euros, sans que presque personne ne fasse le lien jusqu'à présent? Sais-tu quelle est l'offre réelle qu'il a sur la table pour quitter le football européen, et quelle somme exacte ses prétendants sont prêts à débourser pour lui? Et sais-tu ce que répondent les propres supporters de son club quand on leur demande pour quelle somme ils le laisseraient partir? Reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous allons résoudre toutes ces énigmes. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Allons-y, donnons un peu de contexte à cette histoire, car elle est bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. C'est un footballeur qui, l'année dernière, faisait partie des grands favoris pour le Ballon d'Or. Une saison extraordinaire, du genre que seuls quelques élus parviennent à réaliser une fois dans leur carrière. 21 buts, 8 passes décisives dans les moments les plus importants pour son équipe. Continuons à donner des indices, car la saison de ce joueur cette année n'a rien à voir avec la précédente. Blessure musculaire à répétition, rechute, match manqué à cause de son corps, pas de son talent. Et juste quand il semblait pouvoir retrouver sa meilleure version sur la plus grande scène du football mondial, c'est reparti. Il s'est blessé en représentant sa sélection en pleine Coupe du Monde. Une blessure musculaire à l'arrière de la cuisse droite qui le prive du reste de la phase de groupe et met en doute sa participation pour la suite si son équipe se qualifie. Et il y a autre chose qui réduit considérablement la liste des candidats. On parle d'un joueur qui, l'année dernière, a été déterminant dans la lutte pour le titre en Liga espagnole contre l'Atlético de Madrid, à un moment de la saison qui a décidé du champion. Il ne s'agit pas de Modric lors de son adieu avec la Croatie. Il ne s'agit pas d'un attaquant perdu dans l'ombre de Messi en Argentine. Il s'agit d'un joueur brésilien, de cette génération dorée qui, lors de cette Coupe du Monde, se retrouve à nouveau au centre des conversations, mais cette fois pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le football. Au fait, si tu fais partie de ceux qui collectionnent les Coupes du Monde, j'ai 3 choses que tu ne peux pas te permettre de manquer. Le trophée officiel de la Coupe du Monde en version Lego, le ballon officiel de la Coupe du Monde et la boîte de stickers Panini de la Coupe du Monde 2026. Je te laisse les 3 liens directs dans la description. Et voici l'indice qui compte vraiment, celui qui relie tout ce qui précède à la bombe économique qui a éclaté ces dernières heures. Un ancien coéquipier, champion du monde, est venu dans un podcast raconter quelque chose que personne ne s'attendait à entendre sur la vie privée de ce joueur. Il a de sérieux problèmes familiaux et économiques, il prie littéralement pour pouvoir signer dans un club saoudien, ce qui améliorerait radicalement sa situation financière. Et la question que tout le monde se pose en ce moment est la même que celle que tu te poses. Comment un footballeur de ce niveau, qui gagne plusieurs millions d'euros par an rien qu'en salaire, sans compter les sponsors, les réseaux sociaux, sans compter tous les revenus annexes qu'un joueur de son calibre génère en dehors du terrain, peut-il avoir de réels problèmes économiques? Il ne joue pas en Premier League, il ne joue pas en Italie. Il joue dans l'un des 2 plus grands clubs d'Espagne, dans l'équipe qui a remporté le plus de titres ces 2 dernières années, toutes compétitions confondues, Liga, Coupe, Ligue des Champions. Et il évolue exactement au poste que le club vient de renforcer avec un recrutement à 80 millions d'euros cet été même, comme s'il préparait déjà son remplacement avant que toute cette polémique n'éclate. Et c'est précisément cette coïncidence qui a déclenché toutes les alarmes au sein même des supporters. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car ce qui vient maintenant est la partie que personne ne raconte avec cette clarté. Le joueur en question est Raphaël Diabeloli, dit Rafinha, du FC Barcelone. Le Brésilien qui, l'année dernière, était l'un des grands candidats au Ballon d'Or avec 21 buts et 8 passes décisives en 33 matchs. Celui qui embrasse l'écusson à chaque but, celui qui répète dans chaque interview que le Barça est le club de sa vie et qu'il veut y rester de nombreuses années de plus. Cette saison a été totalement différente. Blessure musculaire en mars lors d'un match amical avec le Brésil contre la France, une déchirure du biceps fémoral qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 5 à 6 semaines, lui faisant rater précisément la phase la plus décisive de la saison, les 3 matchs contre l'Atlético de Madrid qui ont décidé du titre en Liga. Et maintenant, en pleine Coupe du Monde, une nouvelle rechute, une blessure musculaire à l'arrière de la cuisse droite contre Haïti. Forfait pour le reste de la phase de groupe et incertain pour la suite si le Brésil continue sa route dans le tournoi. Et voici la bombe qui a enflammé les réseaux ces dernières heures. Vampta, champion du monde avec le Brésil en 2002, a déclaré cela dans le podcast Redcast,
sans détour, en nommant le joueur. Raphinha a de sérieux problèmes familiaux et économiques. Il prie pour pouvoir aller à Al Hilal. Il traverse une période très difficile. Et la phrase qui a le plus circulé, celle qui résume toute la polémique, il compte sur ce transfert à Al Hilal pour donner un tournant à sa vie. Comment est-ce possible qu'un footballeur qui gagne 16,7 millions d'euros cette saison, qui a touché 54 millions d'euros du Barça depuis son arrivée en 2022, sans compter les sponsors, les réseaux sociaux, sans compter absolument rien de ce qu'un joueur de son niveau génère en dehors du terrain, puisse avoir de réels problèmes économiques? C'est la question que se pose la moitié d'Internet en ce moment, et à laquelle nous n'avons pas encore de réponse claire. Ce que nous savons, c'est que l'entourage proche du joueur a rapidement réagi à ces déclarations, générant encore plus de débats sur ce qui est vrai ou non dans toute cette histoire. Et pendant que cette polémique grandissait, le Barça agissait déjà en amont. Le club a recruté Anthony Gordon, en provenance de Newcastle, pour environ 80 millions d'euros, l'une des opérations les plus chères de l'histoire récente du Barça. Et Gordon joue exactement au même poste que Raphinha, sur l'aile gauche de l'attaque. Beaucoup de gens affirment que si le Barça a investi autant d'argent dans un joueur à ce poste, c'est précisément parce qu'il prépare le terrain pour le départ de Raphinha. Et il y a plus. Selon El Nacional, Hansi Flick a directement demandé à Deco d'explorer une négociation avec le PSG pour Bradley Barcola si Raphinha finit par quitter le club. Flick ne veut pas improviser sur l'aile gauche et considère que l'ailier français offre un profil bien plus proche de ce dont l'équipe a besoin que d'autres alternatives déjà testées et qui n'ont pas totalement convaincu, comme Marcus Rashford, dont le Barça n'a finalement pas levé l'option d'achat. Autrement dit, l'entraîneur du Barça demande déjà un plan B de haut niveau. Cela ne se fait pas si une possibilité réelle et sérieuse de départ de Raphinha cet été n'existe pas. Et voici le chiffre qui pourrait tout définir. Al Hilal serait prêt à payer jusqu'à 170 millions d'euros pour Raphinha, selon les informations qui circulent ces jours-ci. Une somme colossale pour un joueur dont la valeur marchande réelle, selon Transfermarkt, est bien inférieure. Et c'est là que les supporters entrent en jeu, car Kulmania a réalisé un sondage auprès des fans du Barça en leur demandant pour quelle somme ils accepteraient de vendre Raphinha. Les résultats sont aussi révélateurs que la polémique économique elle-même. Presque 2 tiers des supporters, soit 65%, estiment que le prix juste se situerait entre 90 et 100 millions d'euros. 1 sur 4, soit 26,7%, en demande encore plus, pas moins de 120 millions d'euros. Et seulement 4,5% des supporters déclarent qu'ils ne le vendraient pour tout l'or du monde. Autrement dit, pratiquement toute la l'afition du Barça, face à une offre suffisamment élevée, vendrait l'un de ses capitaines, l'un des joueurs les plus aimés de ces dernières années, celui qui a failli remporter le Ballon d'Or la saison dernière. Et cela nous amène à la question qui compte vraiment ce soir. Vous, le vendriez-vous si Al Hilal pose 170 millions d'euros sur la table? Si Raphinha a vraiment ces problèmes économiques que son ancien coéquipier en sélection a dénoncés, si le Barça a déjà préparé un plan B avec Gordon dans l'effectif et Barcola dans le collimateur, est-ce le moment de le laisser partir et de faire une plus-value avec un joueur qui sort de 2 saisons marquées par de nombreuses blessures? Ou au contraire, est-il une pièce trop importante dans le projet de Flick pour le laisser partir, quelle que soit la somme proposée, car il faut rappeler ce qu'est Raphinha quand il est en forme. Son intensité dans la pression, sa capacité à décider des matchs à lui tout seul, ses buts et ses passes décisives, parmi les meilleures statistiques de l'effectif. Quand il est à 100%, c'est l'un des meilleurs ailiers du monde à son poste. Le problème, c'est que cette version est de plus en plus difficile à voir régulièrement à cause des blessures. Et il y a autre chose concernant le contrat de Raphinha qu'il est important de garder à l'esprit avant de tirer des conclusions hâtives. Il a un contrat avec le Barça jusqu'au 30 juin 2028, c'est-à-dire qu'il lui reste encore 2 saisons complètes de lien avec le club. La saison dernière, selon ce qui a filtré, il aurait déjà refusé une offre d'Arabie Saoudite. Ajouté au fait que le joueur lui-même a publiquement insisté sur son désir de continuer au Barça, cela complique grandement la narration d'un départ imminent uniquement à cause de ce que Vampa a dit dans un podcast. Mais le football moderne fonctionne ainsi. Les situations changent vite, et un club comme Al Hilal, avec le soutien économique qu'il a derrière lui, peut transformer une rumeur en une offre formelle en l'espace de quelques jours. Et si cette offre atteint vraiment les 170 millions d'euros dont on parle, le Barça devrait s'asseoir pour écouter, même s'il reste du contrat à honorer. Sa femme, Natalia Belloli, a raconté dans une interview à quel point la nuit suivant la blessure avait été difficile, qu'ils avaient parlé au téléphone, qu'il n'avait pas pu retenir ses larmes, qu'elle non plus, et que le lendemain, après les examens médicaux, ils avaient pu s'asseoir pour parler de la situation plus calmement. Cette partie humaine de l'histoire, celle d'un footballeur de premier niveau mondial confronté à des blessures récurrentes au moment le plus important du calendrier footballistique, contraste fortement avec la froideur des chiffres, des montants des transferts, des sondages sur le prix de vente. Et pendant que tout cela se résout, le Barça continue de construire. Gordon est déjà dans l'effectif, Barcola est dans le collimateur, et un projet qui, qu'il gagne ou perde Raphinha cet été, reste l'un des plus solides d'Europe grâce à la manière dont Deco et Flick gèrent chaque décision avec intelligence, en anticipant toujours plusieurs coups d'avance sur le quotidien. Et il y a une dernière réflexion avant de conclure. Le Barça a déjà vécu des situations similaires avec d'autres joueurs importants ces dernières années, où le débat entre le cœur et la raison a divisé l'afition elle-même.
Chaque fois qu'est venu le moment de choisir entre garder un joueur aimé par sentimentalisme ou prendre la décision froide qui convenait le mieux au projet à long terme, le club, sous la gestion actuelle de Laporta et Deco, a eu tendance à privilégier la durabilité économique et sportive plutôt que la nostalgie. Si Rafinha reste et retrouve son meilleur niveau, le Barça gagne un atout de premier niveau mondial à son apogée compétitive. S'il part pour une somme comme celle dont on parle, le club obtient les ressources nécessaires pour continuer à renforcer une équipe qui compte déjà avec Gordon et qui pourrait ajouter Barcola si l'opération se confirme. Et pendant que cette décision se prépare dans les bureaux de la Ciutat Esportiva, Rafinha reste concentré avec le Brésil, en essayant de se rétablir physiquement pour être disponible si la Canarina avance dans cette Coupe du Monde. Sa priorité pour l'instant, du moins devant les caméras, c'est la sélection et la récupération. Le reste, les chiffres, les offres, les sondages, les rumeurs passent au second plan jusqu'à la fin du tournoi. Mais une fois la Coupe du Monde terminée, tout cela va revenir en force, et le Barça, avec Gordon déjà signé et Barcola dans le collimateur, devra décider s'il fait à nouveau confiance à Rafinha pour mener l'attaque la saison prochaine, ou si c'est la fenêtre parfaite pour réaliser la vente la plus rentable de son histoire récente à ce poste. Et nous, comme toujours, nous serons là pour suivre chaque mouvement, chaque fuite, chaque chiffre qui sortira, pour vous le raconter avec intelligence et avec la passion de toujours. Pour terminer, une dernière idée que je veux laisser sur la table avant de passer aux commentaires. Le football moderne a tellement changé ces 5 dernières années que des situations comme celle-ci, un joueur à son apogée compétitive envisageant un départ en Arabie Saoudite pour des raisons qui vont au-delà du pur aspect sportif, ne nous surprennent plus autant qu'elles nous auraient surpris il y a une décennie. L'argent du football saoudien a changé les règles du jeu, et de plus en plus de clubs européens, y compris le Barça, doivent planifier leurs effectifs en tenant compte de cette possibilité, comme ils l'ont déjà fait avec Gordon avant que cette histoire n'éclate. Cela n'enlève rien au drame personnel que vit Rafinha, mais cela nous aide à comprendre pourquoi le club, loin de rester paralysé face à la rumeur, avait déjà un plan prêt. Les questions du jour pour les commentaires sont les suivantes. Vendriez-vous Rafinha si Al Hilal pose 170 millions d'euros sur la table, ou est-ce une erreur de le laisser partir à son apogée malgré les blessures? Pensez-vous que le recrutement de Gordon confirme que le Barça considérait déjà son départ comme acquis, ou est-ce simplement un renforcement normal de l'effectif? Que pensez-vous des déclarations de Vamta sur la situation économique de Rafinha? Les trouvez-vous crédibles, ou pensez-vous qu'elles n'ont aucun sens au vu de son salaire? Laissez vos réponses dans les commentaires. Ici, on débat comme avant, avec intelligence et passion culée. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cliquez sur le bouton, et si vous n'avez pas encore le trophée Lego, le ballon officiel ou les stickers Panini de la Coupe du Monde, dépêchez-vous, car les stocks s'épuisent. Je vous laisse les liens dans la description. Procurez-vous-les aujourd'hui.